Doris. Oui, merci Terato. Alors, on va maintenant donner la parole aux représentantes des regroupements nationaux qui sont présentes ici avec nous aujourd'hui. On a deux organisations qui ont plusieurs points en commun avec nous, notamment, évidemment, celui d'être opposé à l'utilisation des électrochocs, c'est certain, mais elles font aussi, dans le quotidien, elles mettent de l'avant une vision qui est en faveur du respect des droits de tous les citoyens, et de la promotion d'une alternative aussi à tout ce qui est institutionnalisation des soins en santé mentale. Il y a d'autres choses, il y a un ailleurs, il y a un autrement, et c'est de ça dont elles viendront nous parler. Alors, elles mettent de l'avant le droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité de sa propre personne, le droit à la liberté, le droit de choisir, le droit de participer, le droit de circuler librement, le droit d'être informé, le droit d'accepter ou de refuser un traitement de façon libre et éclairée, sans subir de pression ou de menaces. Donc, j'inviterai Mme Doris Provencher, qui est directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec. Pour faire plus court, on appelle ça l'AGID-SMQ. Et elle sera suivie de Mme Mathilde Lausier, co-responsable au développement des pratiques et à la formation au regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec, qu'on appelle plus communément le RASM. Donc, je les invite toutes les deux, l'une à la suite de l'autre, à prendre la parole. Alors, Doris. Oui, parce qu'on est moins grande, hein? Ça prend des petites madames. Des petites madames de l'alternative. Des petites madames. En fait, je ris, là, mais je dois vous avouer, je suis bien fâché d'être ici, moi. Parce que pour la 14e fois, il a fallu que Pare-Choc, Action Autonomie, organise encore un rassemblement pour dénoncer cette patente à gosse qu'on appelle les électrochocs. Alors, je suis bien fâché, je suis bien tanné de toujours venir ici puis de cogner sur le même clou. Et moi, je veux faire un parallèle parce que je trouve de plus en plus que ce qui se passe en psychiatrie, c'est de la maltraitance. Vous savez, au Québec, il y a une loi sur la maltraitance. On a une belle loi. La loi s'appelle une loi qui vise à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Je pense que quand tu te retrouves en psychiatrie, quand tu te retrouves, tu as une ordonnance de traitement comme la dame de l'Abitibi, je pense que tu es en situation de vulnérabilité. On s'entend là-dessus? Hein? Donc, alors, c'est une très belle loi. On la connaît pas personne, mais c'est une très belle loi. Elle date de 2017. Hein, quand même. On s'en rappelait plus, hein? Hein? Ben oui. Il y a des considérants extraordinaires. Il y en a 4. Le premier, c'est que, considérant que le bien-être des personnes et le respect de leurs droits fondamentaux sont des préoccupations de la société québécoise. Alors, ça, c'est toute beauté. Je veux juste vous dire un petit chiffre de même en passant. En 2016-17, le ministère de la Santé et des Services sociaux a répertorié qu'il y a eu 14 000 gardes préventives au Québec. Ça, là, c'est l'atteinte directe à un droit fondamental qui s'appelle la liberté. Y a-t-il quelqu'un qui s'est levé dans la population québécoise pour dénoncer ça? Moi, j'ai rien vu. J'ai peut-être manqué un bout. Donc, les mesures législatives, administratives existent à lutter contre la maltraitance. Il y en a d'autres. Mais je vais vous donner la définition de la maltraitance, d'après cette belle loi. Parce que là, le temps passe, hein, le temps file. La maltraitance, c'est un geste singulier ou répétitif ou un défaut d'action approprié qui se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et qui cause intentionnellement ou non du tort ou de la détresse à une personne. Alors, je trouve que ça correspond vraiment à ce que je vois et ce que j'entends depuis plus de 30 ans. Alors, c'est vraiment de la maltraitance. Alors, et je trouve que les électrochocs en sont un exemple
extraordinaire, ça veut dire qu'il sort de l'ordinaire. Hein, c'est pas. Et entre autres, avec le jugement de la dame de 82 ans, moi, je suis tombé en bas de ma chaise. On peut-tu le laisser patience à 82 ans de faire ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qui justifie ça? Moi, à mes yeux, là, pardon, moi, il n'y a rien. Alors, j'espère que ça va être le dernier, mais ça m'étonnerait malheureusement. Alors, bonne fin de journée. Merci. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Mathilde du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin pour venir encore une fois avec le regroupement appuyer la cause du comité Pare-Choc. Ça fait très longtemps que ce comité-là exerce une vigilance et fait preuve d'une immense persévérance. C'est vraiment un acteur engagé de transformation sociale. On espère vraiment aujourd'hui que son appel va être entendu enfin par le gouvernement. Alors, depuis 17 ans, le comité Pare-Choc met en lumière la gravité des conséquences, des risques et des limites des électrochocs sur notre santé, sur la qualité de vie des femmes en particulier, mais de d'autres personnes également. Et depuis plus de 40 ans, on est des milliers de personnes, vous, à militer, à travailler dans des ressources alternatives pour développer justement des réponses autres que celles que propose le modèle biomédical en santé mentale. C'est des alternatives qui ont fait leurs preuves et qui contribuent sans risque à lutter contre la détresse psychologique des personnes. On pense à des groupes d'entraide, on pense à des pratiques d'accompagnement, on pense à une panoplie de psychothérapie et même de médecine alternative. Au regroupement des ressources alternatives, on pense qu'il faut développer plusieurs réponses pour faire face à la souffrance psychologique. C'est donc des réponses plurielles auxquelles les personnes devraient s'attendre et qu'on devrait leur offrir. Toute personne devrait avoir le droit, en fait, de choisir parmi un éventail de ressources, de pratiques pour prendre soin de sa santé mentale, tout comme toute personne devrait avoir le droit de vivre dans des conditions dignes, libres de discrimination, de violence. Alors, on se demande, nous, au regroupement, comment ça se fait qu'au Québec, on investisse, en fait, dans des pratiques aussi risquées que les électrochocs, au lieu d'aller agir plus ambitieusement sur les conditions de vie des personnes, puis sur le développement de l'accès à des pratiques alternatives. Je pense que si on faisait ça vraiment, là, on pourrait parler de libre choix, de consentement libre et éclairé. Il y a quelques années, j'interviewais pour la revue du regroupement L'Autre Espace une femme dans une ressource alternative qui avait été hospitalisée pour des problèmes d'anorexie à l'âge de 15 ans. Et elle me disait, puis je la cite, « J'avais faim, mais je ne mangeais pas. Personne ne venait me demander « Pourquoi tu ne manges pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Personne ne m'a parlé. Quand j'ai finalement vu le psychiatre, il m'a montré une feuille. Il m'a dit « Tu vas avoir des électrochocs. Il faut que tu signes ton nom. » Je ne savais pas ce que c'était les électrochocs. J'avais 15 ans. J'ai signé mon nom. On m'a emmené en taxi jusqu'à l'hôpital Louis-H. Lafontaine, où j'ai reçu 6 ou 7 séries de 12 électrochocs. Par 2 ou 3 fois, j'ai failli ne pas me réveiller. Alors, c'est important pour nous d'être là aujourd'hui, parce qu'avec des histoires comme celle-là, ça nous rappelle qu'il y a encore beaucoup à faire en matière de droit à l'information et au consentement, en matière d'écoute et de prise en compte du vécu, des besoins des personnes, et bien entendu en matière d'un réel accès à des alternatives. Merci beaucoup. Merci, Doris et Mathilde. Tu vas pouvoir parler, mais pas tout de suite. Alors, notre prochaine intervenante, c'est une docteure en communication. Elle est chercheuse au sein d'une équipe qui s'appelle Erasme, équipe de recherche et d'action en santé mentale et culture. Et depuis 2021, elle travaille sur la question des électrochocs. Elle travaille en collaboration avec quelqu'un qu'on connaît bien, Lourdes Rodriguez del Barrio, qui est professeure titulaire à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Et elle travaille aussi en collaboration avec Action Autonomie. Donc, les travaux tentent de saisir le discours contemporain sur les électrochocs et de mettre de l'avant un point de vue éthique qui valorise la prise en compte de l'expérience des personnes concernées. Donc, j'invite Mme Anna Ramos à venir nous en parler.
Bonjour à tout le monde. Le débat scientifique est très fort concernant la controverse autour des électrochocs. Ce qui est vraiment frappant lorsque l'on parcourt ces discours est le contraste entre, le calme et l'assurance avec laquelle les instances qui prônent ce type d'intervention le proposent, et deuxièmement, l'évidence criante des effets indésirables qui suivent les électrochocs. Ce calme et cette assurance sont transmis par le choix des mots. On ne parle plus d'électrochoc. Le terme exact de l'intervention médicale, et je ne vais pas le nommer comme un traitement, c'est une intervention médicale, est désormais l'électroconvulsivothérapie. C'est même difficile à le dire. Ou encore la sismothérapie. Le changement d'appellation veut rendre justice à la différence entre la pratique modifiée contemporaine et la version non modifiée d'avant. Lorsque l'on voit des gens recevoir des électrochocs dans les films, par exemple, on voit des scènes dérangeantes. Les personnes souffrent visiblement. Les électrochocs ont même été associés à de mauvais traitements volontaires et à une technique de torture. Le changement de terminologie vient tourner la page sur toute cette réalité que l'on considère ou que l'on voudrait considérer appartenir au passé. De nos jours, les gens reçoivent une anesthésie générale et un relaxant musculaire qui empêche les bris des os et des dents qui avant étaient fréquents. La procédure ne dure que quelques minutes pendant lesquelles les individus sont endormis. L'articulation de ce discours calme et rassurant met en place ce choix de mots qui met de l'avant le terme thérapie au détriment de choc électrique. Je parle d'effets indésirables parce que selon beaucoup de scientifiques, l'électroconvulsivothérapie est une pratique sécuritaire dont les effets indésirables sont transitoires et peu fréquents. Une récente étude portant sur la pratique des électrochocs dans le contexte français rapporte deux affirmations courantes dans ce discours scientifique. La première est l'affirmation d'une efficacité globalement démontrée et la deuxième porte sur le fait que les effets indésirables sont estimés le plus souvent transitoires et peu fréquents. Malheureusement, pour les individus touchés par des effets indésirables, c'est-à-dire nuisibles, ces effets présentent souvent des difficultés de plus grande ampleur que le malaise qui a à la base justifié l'intervention. L'encadré où apparaît cette mention s'appelle l'électroconvulsivothérapie en pratique. Le souci de simplicité et de clarté des encadrés fait que l'information est présentée de façon extrêmement synthétique. Comme conséquence, les effets secondaires des électrochocs sont banalisés. Malheureusement, pour les individus concernés, c'est une réalité bien plus complexe que le ton calme et rassurant cache. Ce ton calme et rassurant ne laisse pas transparaître, par exemple, toute la controverse autour du sujet. C'est comme si la pratique des électrochocs s'était aseptisée avec les modifications techniques. Il n'y a plus de cris, plus de révolte. Mais la peur demeure. Selon les témoignages, les individus qui se retrouvent dans une salle d'attente pour ce genre d'intervention vivent un moment extrêmement difficile avant même l'intervention. S'ils l'acceptent de plein gré, c'est toujours dans un moment d'extrême fragilité et de grande souffrance psychologique, souvent par manque d'alternatives. Mais pensons à toutes les personnes qui sont forcées. Ce moment déjà extrêmement difficile peut le devenir encore plus. S'il est vrai qu'il existe des témoignages qui expriment que les électrochocs ont agi positivement dans leur vie, il est impossible d'ignorer le fait que ce genre d'intervention laisse des séquelles qui, plus souvent que certains n'oseraient affirmer, ruinent une vie. Le traitement par électrochoc est l'un des traitements les plus controversés en psychiatrie.
Il n'y a pas de demi-mesure avec les électrochocs. Soit c'est décrit comme une technique dangereuse et inhumaine, ou bien comme une thérapie efficace et sécuritaire. La question de l'efficacité n'est pas résolue au niveau de la littérature scientifique. La question de la sécurité, bien qu'elle ait été améliorée pour ce qui est du confort de l'intervention elle-même, ne tient pas compte des séquelles. En fait, le problème repose justement là-dessus. Le suivi après traitement par électrochoc est rare au niveau des séquelles. Comme la recherche médicale est surtout tournée vers les chiffres et les données objectives, il n'y a pas de place pour une écoute des personnes concernées. Il semble exister un gouffre entre la position des médecins qui pratiquent les électrochocs et la position de ceux qui critiquent ce genre de traitement. Il y a d'un côté des personnes concernées qui ne se font pas entendre. De l'autre, l'avis médical signifie que ce n'est pas du cas par cas qu'il faut faire, mais qu'il faut regarder les données d'un point de vue général et tenir compte de l'ensemble de la population. Le besoin médical veut cerner l'efficacité des électrochocs à l'intérieur d'un cadre qui est basé sur la généralisation avec des instruments de mesure qui ne voient pas l'être humain. Il faut placer le problème au niveau d'une responsabilité éthique. À ce niveau, on ne discute même pas de l'efficacité encore, qui doit être considérée en tenant compte de toutes les limites et des effets de cette technologie qui n'est pas juste controversée, mais qui a déjà fait l'objet d'interdiction. Ce qui est en jeu est la mise de l'avant de l'être humain et une préoccupation pour la qualité de vie des personnes concernées, le respect et la dignité. Pour répondre à ce problème, la pratique de la psychiatrie bénéficierait d'une écoute active des personnes concernées et de la mise en place d'alternatives en santé mentale. Merci.